Merci beaucoup. Je suis très honorée d'avoir été invitée à cette journée qui s'annonce voilà, pleine d'intérêt, avec des ateliers, et des démonstrations, des choses de ce type-là. Je veux dire que je fais partie du comité scientifique de la Fondation Orange et ce que Christian Mille vient de dire nous fait plaisir parce qu'on a vraiment mis le paquet depuis maintenant 3 ans sur la question des outils numériques. Ce n'était pas le type d'aide qui était apporté normalement par la Fondation Orange avant. Et le fait de voir comment justement ça peut permettre de disséminer ces outils si importants, vraiment c'est très intéressant et agréable à entendre. Et Pascal Paturne va le savoir, et je crois qu'elle sera très très contente aussi de ces éléments-là. Voilà, alors je voudrais remercier les structures invitantes, et puis en particulier Christian Mille et Luc Vendôme. Et je vais faire là un talk qui est plutôt général, en effet, hein, faire un petit peu le point sur qu'est-ce qu'on peut attendre à l'heure actuelle de l'utilisation des nouvelles technologies. Et puis je ferai peut-être un petit détour sur les choses qui personnellement m'intéressent particulièrement, c'est-à-dire comment on peut étudier mieux le cerveau grâce à l'utilisation des outils numériques en général, mais aussi en particulier des robots. Hein, voilà. Donc ça c'est le menu, on va dire. Voilà, alors les nouvelles technologies sont l'avenir de l'homme. J'ai dit pardon à Aragon, évidemment. Et effectivement, et notamment avec le développement des objets connectés, on peut se dire que l'autisme va pouvoir profiter énormément d'éléments de ce genre, même si c'est juste le début de ce type d'utilisation. Alors j'ai juste indiqué qu'il y a Watch Help, que vous connaissez sans doute, qui est une montre qui permet aux personnes avec autisme de repérer leur routine, de repérer leur emploi du temps, et qui apparemment est vraiment très très utile pour un certain nombre d'entre eux. Bon, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui vont fleurir dans les années qui viennent. Évidemment, et comme on sait, l'autisme, quand on parle d'une entité très hétérogène, puisque une personne atteinte de troubles du spectre autistique peut être verbale ou non verbale, avoir un niveau cognitif élevé, voire très élevé, ou au contraire très limité, peut manifester des symptômes très lourds ou au contraire légers, mais qui sont quand même toujours handicapants, et présenter une comorbidité comme l'épilepsie ou l'hyperactivité ou pas. Donc, devant cette énorme diversité des signes, le fait qu'on puisse avoir des outils qui sont programmables à la carte est évidemment un changement énorme par rapport aux situations antérieures où on avait nos mains, nos têtes et notre bonne volonté, mais pas nécessairement adaptable à tous les types de problèmes. Alors ça, c'est déjà un élément très fort en faveur des nouvelles technologies. Mais et d'autant plus que par-delà l'hétérogénéité de l'autisme, eh bien, il y a quand même des handicaps qui sont spécifiques et qui sont communs à tous les niveaux, à tous les âges. Comme on sait, une énorme difficulté à interagir et communiquer, que ce soit par le langage, par les expressions émotionnelles, par les gestes, à réagir aux émotions des autres, à exprimer les siennes, à prévoir et comprendre le comportement des autres, à décoder, à intégrer les codes sociaux implicites qui ne sont pas donnés, qui ne sont pas expliqués, et à anticiper. Et ça, l'anticipation, c'est l'une des difficultés absolument centrales que rencontrent ces personnes et aussi les professionnels qui sont à leur écoute. Alors, en fait, ce sont ces spécificités handicapantes que les nouvelles technologies peuvent aider à surmonter ou au moins à atténuer.
dans la mesure où elles ont des solutions à la carte, elles représentent des outils pour mieux comprendre le cerveau et le comportement humain, elles permettent des analyses de contexte, elles permettent des remédiations à la carte et aussi des remédiations de distance, puisque les e-thérapies commencent vraiment à être des moyens non négligeables pour travailler à la carte et individuellement. Alors, évidemment, les nouvelles technologies aidantes sont numériques, notamment, évidemment, liées aux applications offertes sur iPad, par exemple. Alors, j'ai écrit « Elle bouscule les modes d'apprentissage et remodèle le cerveau apprenant ». Et ça, c'est vraiment une conséquence très, très importante de l'utilisation d'outils numériques. Le fait que la notion d'erreur, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, n'a plus le même sens. On fait une erreur, ben c'est une manière d'apprendre, hein, de trier parmi les solutions possibles celle qui est cohérente. Par contre, on fait une erreur devant un humain, eh bien, c'est un échec, c'est une mise en question de la personne. Et déjà, tous les rapports au savoir sont socialisés dans nos interactions liées au savoir, alors que là, on peut nettoyer, si je peux dire, ce qui appartient vraiment à la connaissance de ce qui pourrait être considéré comme un échec de la personne. Alors ça, c'est vraiment important. Le fait aussi qu'on puisse utiliser les théories d'apprentissage dans le cadre de ces applications numériques fait que les modes associatifs, par exemple, vont devenir quelque chose de spontané et que les connexions cérébrales vont se réorganiser à partir de là. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Les outils numériques remodèlent les capacités du cerveau. Alors, on a aussi la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Elles simplifient ou elles rendent plus accessibles des aspects de la réalité physico-sociale. Jean-Claude Martin, cet après-midi, va évidemment vous donner toutes sortes d'exemples de ces capacités de la réalité virtuelle. Et puis alors, on a les techniques robotiques qui constituent des moyens d'échange social prévisibles et répétables. Alors, c'est enthousiasmant. Mais quand on regarde les outils qui ont fait l'objet d'une étude sérieuse et systématique pour savoir si véritablement leur utilisation mène à des progrès, c'est-à-dire si on a fait une évaluation des capacités avant l'utilisation de l'application et après, eh bien alors là, on s'aperçoit que sur les 400, alors vous voyez, là c'est une revue de questions de Grossart et Greenspan dans Enfance en 2015. Alors vous voyez, qu'en 1990, il y avait quasiment rien, hein, et vous voyez l'explosion du nombre d'articles qui présentent donc des données liées aux nouvelles technologies. Parmi toutes ces études, on en trouve 10 seulement sur 400 qui avaient testé l'efficacité du dispositif de nouvelles technologies avec une méthode randomisée avant-après. Alors ça, c'est super important à avoir en tête, non seulement pour les parents, les associations de parents, les utilisateurs qui ont donc un TSA, mais aussi pour les professionnels, pour les roboticiens, etc. Il faut vraiment faire très attention à montrer la spécificité du dispositif. Quelquefois, si vous voulez, il peut y avoir un effet de nouveauté. On propose un élément qui va plaire, donc il y a la nouveauté, il y a l'attractivité,
Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une efficacité derrière. Et 3 semaines après, on va commencer à voir la personne qui se désintéresse de cet objet-là. Donc il est super important, quand on est un professionnel, quand on a mis au point une architecture robotique, par exemple, de montrer l'efficacité de cette architecture dans son utilisation. Donc il ne faut pas non plus qu'on se laisse prendre à toute cette explosion. Il y a des choses qui ne sont pas sérieuses, il y a du gadget au milieu, ou en tout cas il y a des choses dont l'efficacité n'est pas prouvée. Voilà, alors ça, c'est important. Alors, on a aussi un tableau qui indique que jusqu'à présent, c'est plutôt les outils sur base d'ordinateur, d'iPad ou de smartphone qui remportent la palme, hein, puisque sur 400 papiers décrivant des applications ou des dispositifs, il y en a, comme vous voyez, 360 qui concernent des éléments numériques, voilà. Après le virtuel, ben, il y en a une 60aine, et puis les robots, eh ben, en tout cas à l'époque où ça a été publié, c'est pas vieux, c'était l'année dernière, et il y en avait une 50aine. Voilà. Donc c'est enthousiasmant, mais attention de ne pas se laisser prendre à du gadget. Alors en ce qui concerne les outils numériques, ils sont plutôt ciblés sur les apprentissages de base et préscolaires. Alors, un exemple que vous connaissez tous, que j'ai repris parce qu'il est vraiment, ça c'est un exemple sérieux avec Learn and Joy. C'est des gens qui non seulement se sont basés sur les théories de l'apprentissage, mais ont fait un gros travail aussi du côté du développement, puisque c'est à Paris 5 qu'on développe ces éléments-là en rapport donc avec Versailles sur Learn and Joy. C'est très intéressant, justement parce que les évaluations avant et après ont été faites. Donc, c'est un intérêt pour les professionnels et les familles. Les compétences sont travaillées au sein de 3 applications qui couvrent à peu près le développement d'un enfant ordinaire de 18 mois à 6 ans. Donc ça a une application très importante avec nos enfants avec autisme. Et puis alors, on a des domaines de compétences différentes, on a à comprendre et organiser, communiquer, jouer et interagir, vivre au quotidien dans les familles, envisager l'école. Tous ces éléments-là donc permettent de choisir les domaines d'intérêt. Les applications reposent sur la même base informatique qui sont faites de moteurs qui mettent en jeu différents types d'interactions entre l'adulte, l'enfant, la tablette tactile. Par exemple, on a un moteur dans lequel une image est présentée en bas de l'écran. Elle doit être amenée sur une image en haut de l'écran. Donc là, on est en train de travailler la similitude, le tri. Un autre moteur fait qu'une image est divisée en un certain nombre de pièces et ça permet de créer automatiquement des puzzles. Un troisième moteur qui permet de déplacer des images de la partie gauche à la partie droite de l'écran pour les activités, notamment de dénombrement. Alors vous connaissez tout ça, hein. On a un certain nombre de petits oursons et puis on a des noms. Alors admettons, on a 3 oursons et on déplace le chiffre 3 sur les oursons et après c'est bravo, réussi, voilà. Donc, ce type d'application est vraiment intéressant. C'est évidemment pas du tout le seul. On a toute une série de possibilités. Alors, comment choisir? Justement, Christian Mille est venu sur ce sujet-là. Et il se trouve que justement, on s'est posé la question à la Fondation Orange Autisme de comment est-ce qu'on peut aider les professionnels et les parents à trouver des outils sérieux. Et donc, vous avez, si vous allez voir sur le site de la Fondation Orange, vous avez site-application-autisme.com et là, selon le type de besoin que vous avez, on vous renseigne. Il y a toute une espèce de grand tableau avec l'indication des domaines et l'indication du type d'application sérieuse, quoi, hein. Donc ça, je crois que c'est important. Alors, j'ai mis un exemple, préparer une visite chez le dentiste.
c'est le site sodev.org, c'est vraiment très important, ça donne très très bien, c'est extrêmement efficace pour que l'enfant justement puisse prévoir, puisque le problème de l'anticipation est si important, qu'il puisse prévoir les différentes séquences de ce qui va se passer quand on est chez le dentiste. Vous avez Kirikou, qui est une application gratuite pour extraire l'information, trier, dénommer. C'est important les applications gratuites parce que par exemple, Learn Enjoy c'est payant et bon, voilà, c'est quand même une difficulté. Là, on est dans le gratuit. Hein, voilà. Alors, on a aussi des logiciels d'entraînement socio-cognitif, pas seulement des logiciels liés aux apprentissages scolaires. Par exemple, on a un logiciel d'entraînement à comprendre l'état mental des autres, concernant la théorie de l'esprit. On a un logiciel qui s'appelle les transporteurs, où derrière justement les véhicules, camions, autobus, vous avez des visages qui ont des expressions émotionnelles. Donc à la fois c'est sympa parce que c'est des choses agréables pour les enfants, les véhicules, et en même temps derrière il y a cette question-là. La catégorisation des émotions qui est intéressante dans la mesure où justement on peut voir des smileys et leurs correspondants au niveau d'un visage humain. La reconnaissance des visages. Alors voilà, celle-là, est-ce qu'on retrouve son visage quelque part? Aussi un élément intéressant à développer. Reconnaissance de parties du visage. Donc on a une partie du visage dissimulée et il faut quand même comprendre qu'il s'agit d'un visage, voire d'un visage expressif. Et puis quelque chose qu'on a fait avec Uriel Greenspan, Jean-Claude Martin et moi, qui consistait à comprendre la pragmatique de la communication, les éléments de cohérence entre les expressions faciales et puis des discours avec une métaphore. Voilà. Alors, pour les structures et pour les professionnels qui sont dans le cadre de structures, Christian Mille en a déjà parlé, il y a les appels d'offres Orange pour doter les structures d'outils numériques. Alors, l'appel d'offres là de cette année, il était clos le 31 mars, mais il y en aura un autre en septembre. Et là, vraiment, on est très, très attentif à aider les structures à s'équiper et surtout qu'elles aient un projet. On était vraiment triste d'avoir à équiper les structures de pataugeoires et d'espaces Nézélène parce que c'était une manière de comprendre que les structures n'avaient pas de projet. Et avec le moment où on a commencé à faire des appels d'offres structures numériques, ça a tout changé. Les gens sont obligés de nous expliquer pourquoi ils veulent ceci ou cela. Et à partir de ce moment-là, du coup, le projet éducatif sort. Et on pense que c'est un moyen très fort d'aider les structures à avoir des projets éducatifs, le fait justement de demander ces outils numériques. Donc il ne faut pas hésiter à demander. La Fondation Orange est très heureuse de pouvoir accompagner les parents et les professionnels. Alors, en ce qui concerne la réalité virtuelle, Jean-Claude va en parler beaucoup, évidemment, cet après-midi. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est un type de technologie informatique qui offre des environnements en 3 dimensions qui peuvent être utilisés pour simuler des contextes réels ou imaginaires. Par exemple, dans mon laboratoire, le département de psychiatrie de l'hôpital de la Salpêtrière, on travaille les phobies en réalité virtuelle. Hein. Donc on commence par avoir des grosses araignées, si c'est une phobie de ce genre, en virtuel,
avant de pouvoir finalement doucement amener la personne à admettre ce genre d'animal, par ailleurs fort utile. Il y a aussi les agoraphobies. Eh bien, les agoraphobies aussi, on les traite de cette façon. Les problèmes d'organisation dans l'espace peuvent parfaitement aussi être traités de cette façon-là. Les avantages de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir jouer un rôle dans un cadre qui finalement est totalement structuré, de pratiquer sans risque, comme se promener en voiture dans un univers virtuel, et de pouvoir indiquer visuellement la connaissance du résultat dans la situation créée de façon virtuelle. Alors, on peut partager une vision, on peut contrôler les entrées, on peut faire des choses extrêmement amusantes dans le cadre de l'utilisation du virtuel, mais en même temps, on peut aussi très sérieusement se poser le problème de l'intégration de règles sociales implicites. Par exemple, quand on est dans un bus, où peut-on s'asseoir? N'importe à côté de n'importe qui, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Quand on est dans un restaurant, où peut-on s'asseoir? Évidemment pas à une table où il y a déjà 3 personnes qui sont en train de dîner sous prétexte qu'il reste une chaise vide. Mais tout simplement, il faut savoir que si on ne connaît pas ces personnes-là, eh ben on va aller s'asseoir à un autre endroit. C'est pas évident pour tout le monde. Et donc, ce genre de situation virtuelle qui a été créée notamment par Suzanne Parsons à Nottingham est très, très utile comme type d'entraînement à intégrer des règles sociales qui sont implicites, parce que l'on ne nous apprend jamais ça. En fait, voilà. Alors, un autre exemple que je trouve très intéressant, c'est les possibilités offertes par Kinect, qui est un capteur de mouvement sur écran. On s'en est beaucoup servi comme gadget. Je fais du tennis, je projette mes mouvements sur écran, mais en réalité, ça a beaucoup d'autres vertus, et en particulier dans le domaine de l'autisme. Notamment avec Pictogram Room, qui était une application qui a été produite, encouragée par la Fondation de France, qui a été produite par Valence. Et cette Pictogram Room, donc c'est une application gratuite qui permet d'utiliser l'avatar de l'enfant et de l'adulte. Alors, l'enfant, quand il fait des gestes projetés sur écran, voit ce qu'on appelle sa marionnette, il voit son avatar, évidemment, qui reproduit les mouvements. Alors c'est excellent pour pratiquer la reconnaissance de son corps, pour exercer le contrôle moteur, parce que par exemple, on va dire touche le pot de peinture avec ta marionnette, et il y a un pot de peinture virtuel qui se déplace. Je vais vous donner un exemple de ça. Pour spatialiser ses rapports avec les objets, pour exercer les rapports avec l'autre. Et puis alors, avec Étienne Sagné, on a mis au point une procédure pour activer l'apprentissage par observation. Je vais vous en dire 2 mots. Ça utilise Kinect, la Pictogram Room et un iPad. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Eh bien, on commence par filmer les actions de l'enfant dans différents types de situations, dans différents types d'environnements, l'atelier préscolaire, l'atelier de compétences sociales, l'atelier de motricité, l'atelier de peinture et musique, etc. Le goûter, parce que c'est très important aussi pour voir le type d'action dont ils sont capables. On filme ça. Et ensuite, on fait le tri pour avoir ce qu'on appelle une bibliothèque de mouvement de la personne. Savoir mouvement et action, ce dont la personne est capable. Et notre objectif, c'est de lui permettre d'apprendre des actions nouvelles. Alors ça, c'est un objectif tout à fait banal de tout le monde. Simplement, nous, on veut partir du répertoire de la personne. Comme ça, on est sûr que ce que la personne
va observer, en fait, elle a les moyens de le réaliser. Simplement, il faut réorganiser ses moyens. Donc, on coupe les actions et on les réorganise d'une manière telle que ça fait des séquences plus longues et surtout, ça fait des séquences fonctionnelles. Vous allez voir tout à l'heure l'exemple d'un petit garçon qui avait une stéréotypie d'ouverture-fermeture, de fermeture éclair de sac. Toc, 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 toc. Il n'en faisait rien, juste ça. Alors, on a coupé l'image, j'ouvre la fermeture éclair, l'image, je ferme la fermeture éclair. À un autre moment, on l'a vu mettre son emploi du temps avec les photos des différentes activités, mettre son emploi du temps dans un sac ouvert. Donc on a mis, j'ouvre la fermeture éclair, je mets quelque chose dans le sac, je ferme la fermeture éclair. On a mis cette action sur iPad. On a montré l'action une fois par semaine, 5 minutes à l'enfant. Et puis, on l'a mis dans la salle de Kinect, devant l'écran. Il avait devant lui les possibilités pour faire, c'est-à-dire il avait un sac, il avait des objets pour pouvoir mettre dedans. Et sans avoir donc, ayant juste observé cette action qu'il n'avait jamais faite, il est capable de la faire. Bon, ça, nous, on pratique ça dans mon centre, la Télibert, on a mis ça au point. Là, c'est quelque chose qu'on est en train de publier. Ça, je trouve que c'est, si vous voulez, une utilisation de Kinect et de Pictogram Room qui est vraiment intéressante, parce que c'est du 1 pour 1, et puis ça apprend vraiment, c'est une fonction super importante, évidemment, l'apprentissage par observation. Alors, je vais vous montrer quelques petits exemples de ça. Voilà. Alors, colorier sa marionnette. Voilà, le pot de peinture virtuelle qui passe. Hein, et donc, voilà, il a touché la marionnette. Donc, il est représenté là, puis là, c'est l'adulte. Déplacer sa marionnette. Alors, il faut se mettre dans les pointillés pour se calibrer. Donc, c'est déjà très, très intéressant ce qui concerne la reconnaissance de son corps et le calibrage. Voilà. Ah, pardon. Non, ce n'est pas ça que je veux montrer tout de suite. Toucher sa marionnette. Alors, il y a la marionnette de l'adulte, et puis il y a voilà, toucher sa marionnette. Hein. Voilà. Hein. Et puis donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce petit garçon qui avait cette stéréotypie, là, voilà, il avait trouvé un sac ouvert et il avait mis son emploi du temps dedans. On lui a montré l'ouverture, fermeture qu'il n'avait jamais produite auparavant. Hein. Voilà, ça c'est la nouvelle action présentée. Et quand il a été devant la salle Kinect, qu'est-ce qu'il a fait? Remarquez que ce n'est pas du tout le même sac. Et vous allez remarquer que ce n'est pas du tout le même objet. Et que donc il est capable, et c'est la première fois qu'il le fait, d'avoir transféré ce qu'il a appris grâce à l'iPad, en fait, hein, sur une nouvelle utilisation de l'action. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça parce que ça nous plaît bien de travailler comme ça, et donc avec des outils qui sont existants, dont on réorganise l'utilisation, on peut faire des trucs qui sont importants pour l'enfant, bien entendu. Hein. Alors, les robots. Alors, les robots, ils ont des tas de qualités, meilleurs que nous. Ils peuvent faire la même chose à l'identique exactement. Ils ne sont pas trop expressifs, ils n'ont pas de saccade oculaire, ça c'est super important. Ils ne regardent pas dans les yeux, ils ne sont pas trop complexes, ils ne sont pas pressés de recevoir une réponse.
Alors ça, tout ça, c'est vraiment très bon. Mais au contraire, nous, les humains, on est tout le temps différents. En particulier les yeux qui bougent tout le temps, les expressions faciales qui changent, le discours qui se réorganise, et en plus, on est pressé. On a beaucoup de mal à se synchroniser avec des gens qui ne sont pas forcément pressés. Alors nous, ça ne nous gêne pas, parce qu'on adore la nouveauté, parce qu'on peut comprendre, on peut même prévoir le comportement des autres, parce que des yeux, ça nous dit des choses sur l'état mental de la personne, etc. Mais les personnes avec TSA, eux, ils sont très gênés. Nos comportements sont imprévisibles pour celui qui ne peut pas en comprendre la raison. Donc, pour anticiper, ils ont, eux, besoin de routine, ils ont besoin de ce qui est répétable à l'identique, ce qui est prévisible. Et du coup, c'est vrai que l'idée se répand selon laquelle, finalement, les robots ils seraient de meilleurs partenaires que nous pour les personnes avec troubles du spectre autistique. Mais, attention, alors on va voir avec les ateliers, bien entendu, mais les robots sont dits interactifs. Et qu'est-ce qu'il en est, en fait ? Je pense à Caspar. Moi, j'ai participé, j'ai travaillé, j'ai publié avec Kerstin Dottenan. Caspar, il a une tête expressive à minima. Et Kerstin a voulu que l'expression soit à minima pour ne pas submerger les enfants de messages sociaux et leur permettre d'interpréter simplement des expressions comme content, neutre, surpris. Alors, Kerstin dit, quand ils interagissent avec lui, mais en fait, Caspar, il ne fait que répondre. Il prend l'expression faciale qui est en rapport avec le comportement de l'enfant. C'est tout. Interagir, c'est pas ça. Interagir, c'est l'influence réciproque des deux personnes l'une sur l'autre. Hein. Là, on n'est pas dans ce cas. On va prendre Popchila. Popchila, c'est un petit robot expressif que ses concepteurs appellent interactif. En bougeant sa tête et ses oreilles de lapin, et avec ses yeux qui changent de couleur, Popchila peut exprimer une variété d'émotions. Content, triste, en colère, surpris, embarrassé. Et en fait, Popchila, il émet. Il émet, mais il ne répond pas, et donc il n'interagit pas. Hein. Remarquez que c'est très à la mode que les yeux changent de couleur par rapport aux émotions. Et moi, ça me gêne beaucoup, ça. Parce qu'en réalité, on va assimiler une émotion à une couleur. Mais c'est complètement stupide. En réalité, on a besoin d'assimiler une émotion à un état de la personne. Et il n'y a pas de raison pour mettre en rapport une couleur avec un état de la personne. Donc je pense que là, quand on fait ce genre de choses, il faut qu'on fasse très attention à ne pas offrir aux personnes des mauvais indices. Et là, à mon sens, c'en est un. Nao. Alors, je pense que tout le monde connaît Nao. Malheureusement, Aldébaran est devenu japonais. Je dis malheureusement parce qu'on avait quand même une superbe start-up française et elle est 95% japonaise maintenant. Donc Nao, il a une taille de un peu moins d'1 mètre, 60 cm. Il se présente lui-même, il se nomme, il tend la main, il annonce que les enfants aiment jouer avec lui, il est capable de danser, il peut être programmé pour augmenter la complexité de ses routines avec le temps, il est sophistiqué. Mais Nao, c'est un grand émetteur. Comment répond-il ? Il répond à la mesure des capacités qu'il a à y analyser les formes et les mouvements. Et ces capacités, elles sont limitées. Alors, le grand intérêt de Nao, c'est qu'on peut faire des développements avec lui. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à Nao et qui l'utilisent pour développer des capacités particulières de Nao. Mais pour les parents, pour les professionnels, Nao n'interagit pas non plus. Il faut être clair sur ce que veut dire interagir. Hein.
Voilà. Et en outre, je reviendrai un petit peu là-dessus à la fin, il y a un problème de calibration. Il faut le calibrer, c'est pas donné à tout le monde de faire ce genre de choses. Donc attention à ne pas s'embarquer à la légère, parce qu'après, si on a besoin d'un technicien à chaque fois qu'on veut utiliser Nao avec un enfant avec autisme, eh ben, ça limite quand même les utilisations. Alors, mon idée, c'est ne cherchons pas à ce que les robots remplacent l'humain. Là, je marche, je suis le schtroumpf robot au travail. Il y a des schtroumpfs pas robots qui peuvent être dans la même situation. Mais ils ont d'autres rôles très importants à jouer, les robots. Alors, les rôles importants à jouer au bénéfice de l'autisme, c'est susciter l'intérêt, motiver à faire des choses chez certaines personnes qui ont envie de rien. Ça peut permettre d'exercer une fonction. Et là-dessus, là, vraiment, c'est là, à mon sens, qu'ils sont absolument des outils idéaux. Et puis, nous apprendre des fonctions du cerveau social. Alors, exercer une fonction, par exemple, le regard social. Là, on voit vraiment clairement l'infanoïde de Cosima qui regarde Kipon, qui est un autre outil de Cosima. L'attention conjointe, en sollicitant de la part du robot une attention ciblée sur l'animal en peluche. Voilà, on est dans le cadre du fait qu'en effet, le robot, il a un objectif précis et qu'on peut définir. On a par exemple ciblé la reconnaissance d'être imité. Alors je suis désolée parce qu'on devrait entendre l'enfant qui fait « ah, ah, ah » et qui est manifestement subjugué par le fait que son mouvement est répété par le robot. Et là, ce qui est intéressant dans un cas de ce genre, c'est que c'est une activité tellement simple que si un humain se met à faire ça pendant que l'enfant fait ça, ça n'a strictement aucun effet, parce que ça peut être pour n'importe quelle raison qui élève le bras, tandis que le robot qui fait ça et qui est capable de refaire ça exactement de la même façon 50 fois, eh bien, ça permet d'entraîner l'enfant à reconnaître être imité, et on va pouvoir après transposer ça dans l'utilisation de l'imitation comme forme de communication. Alors là, je donnais cet exemple-là qui n'est pas des enfants avec autisme, qui sont des enfants typiques, mais avant le langage, qui donc utilisent l'imitation comme un moyen d'être ensemble, d'interagir, et puis de changer de rôle aussi, puisque voilà, là pour l'instant il y en a un qui est imité, c'est toujours le même, c'est celui-là, et l'autre qui imite, là il avait mal anticipé, voilà, il revient, et bien celui qui est l'imitateur, maintenant il va changer de rôle, c'est lui qui va décider de quel objet on utilise. Voilà, tiens, regarde, voilà, j'en prends deux, voilà. Et celui qui était le modèle va devenir l'imitateur. Et bien, c'est une forme de communication non verbale super importante avec les personnes avec autisme. Je peux commencer à les entraîner avec Robota, qui a été conçu par Aude Billard. Voilà. Autre fonction qu'on peut entraîner, la résonance émotionnelle. Bon, comme on sait, on résonne émotionnellement à l'autre, en tout cas nous autres, les neurotypiques, et puis est-ce que les personnes avec TSA sont dans ce cas, et est-ce que c'est possible avec un robot dont les expressions sont reconnaissables et réalistes? Eh bien, voilà, ça donne bien le même genre de résonance émotionnelle. Il va falloir que je me presse, j'ai plus que 5 minutes. Intéressant de regarder comment ça se fait que les expressions du robot nous font résonner de la même façon. Alors on a fait l'expérience à la Salpêtrière en EEG avec des potentiels évoqués. On a présenté soit des expressions humaines, soit des expressions robotiques. Et il y a une petite onde qui s'appelle l'onde P1 qui réagit à 80 millisecondes, vous vous rendez compte, au signal d'émotion. Eh bien, sans être un grand expert, vous pouvez vous rendre compte que ce soit le robot ou que ce soit l'humain, la petite tache rouge indique l'activation de cette onde, tandis que quand l'humain est neutre,
où le robot est neutre, il n'y a pas la même indication, mais l'onde de reconnaissance des visages ne reconnaît pas le robot. Alors, comment ça se fait ? D'un côté, on reconnaît le signal à 80 millisecondes, et puis à 180 millisecondes, eh ben, le robot, ce n'est pas un visage. Donc on ne peut pas lui attribuer, évidemment, ce qu'on va attribuer à la personne comme état mental, etc. Ben, conclusion, l'imitation s'incarne partout. Et d'ailleurs, les pubs l'ont bien compris. Et là, je pense que vous voyez des expressions émotionnelles, en particulier ici. Hein, voilà. Donc, on reconnaît le signal sans qu'on ait besoin que le contenu corresponde au signal d'émotion. Alors, est-ce que c'est vrai dans l'autisme ? Si c'était vrai, ça ouvrait la voie à de nombreuses applications, notamment à l'entraînement au partage émotionnel. Voilà un enfant avec autisme devant mon roboto triste. Voilà une petite fille, mais alors de très très bas niveau, qui, vous savez, la surprise, c'est l'émotion la plus cognitive. Pour être surpris, il faut avoir anticipé quelque chose qui ne se réalise pas. Or, on ne l'a jamais vue avec une expression de surprise. Ben là, devant le robot surpris, elle esquisse vraiment une expression de surprise, tout à fait, avec les sourcils relevés, la bouche ouverte, tous les éléments. Donc là, en fait, elle a mimé le mouvement, et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle a eu de l'empathie par rapport donc je vais passer vite, hein, parce que je sens que je n'ai plus que 2 ou 3 minutes. Et donc, on a fait une autre expérience avec Borahan, qui est paru récemment, là, en 2015, où on a un l'eye tracking qui fait quand même partie aussi des outils nouveaux qui nous permet de savoir exactement ce que l'individu regarde et ses saccades oculaires, soit avec une face humaine, soit avec mon robot émotionnel. Hein. Et ce qu'on a pu constater, c'est que les personnes avec autisme, ce qui les intéresse, c'est les mécanismes qui permettent le mouvement. Hein. Donc, ce sont les cerveaux-mécanismes, tandis que ce qui intéresse les typiques, eh ben, c'est le sens du signal émotionnel, que ce soit chez le robot ou chez l'humain, puisque comme vous voyez, ben, c'est pareil au niveau de l'intérêt, tandis que pour ce qui est des personnes avec autisme, ben, ce qui les intéresse vraiment, c'est de suivre l'élaboration du mouvement. Donc, pas de confusion, on ne traite pas nécessairement les difficultés d'empathie en exerçant la résonance émotionnelle avec un robot, mais par contre, on stimule le répertoire moteur des émotions et on en facilite l'utilisation. C'est pas la même chose, ça nous aide à faire la différence. Voilà. Alors, les robots et les agents virtuels, mode d'emploi dans l'autisme, ben, ils sont programmables à la carte, ils ont des comportements répétables, ils permettent d'apprivoiser la personne, de l'initier doucement au contact, à une procédure. Ils représentent un outil pour mieux comprendre le cerveau et le comportement humain. Inconvénients, ils doivent être calibrés, et c'est parfois compliqué. Ils constituent une représentation du réel et non le réel. Attention au niveau développemental de la personne, qu'il n'y ait pas de confusion possible entre le réel et le non réel. L'automatisation possible des procédures peut mener au désinvestissement du personnel. Ça, c'est important. Attention de ne pas se laisser déposséder par la machine. Ça peut être un gadget spectaculaire, mais à efficacité limitée à long terme. Le robot et l'agent virtuel sont des outils facilitateurs, pas des thérapeutes. Ne pas perdre l'objectif. Il faut apprivoiser l'humain, pas le remplacer. Au passage, je vous signale qu'un numéro de ma revue sur les nouvelles technologies au service de l'enfance, il y a 3 articles, l'un sur Lorna Joy, l'un sur Nao, l'autre une revue de questions sur les outils et le fait qu'ils ont été vraiment étudiés dans leur évaluation. Il y a aussi des utilisations pédagogiques des nouvelles technologies.
Alors, je vous signale, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le webdoc interactif de Valérie Lombroso, c'est une petite merveille. C'est véritablement interactif. Vous pouvez aller regarder les aspects génétiques, les aspects liés au type de problèmes que peuvent avoir les personnes avec autisme dans leur vie quotidienne, etc. Ça dépend de l'entrée que vous utilisez, et après vous dialoguez avec le webdoc. Et puis juste installé en coopération entre le CRA Aquitaine, le CRAIF, donc le CRA Île-de-France, la Fondation Orange, on a Tsara, qui est un jeu vidéo pédagogique pour comprendre l'autisme en se référant aux recommandations de bonne pratique. J'ai donné le dossier à votre directeur de CRA. Il est gratuit, il faut vous en emparer. Et là, je vais juste vous donner... Alors, tu vois, Luc, hein, j'en ai juste pour 30 secondes maintenant. Je vais vous montrer... Voilà comment ça se présente, Sarah. Donc un jeu vidéo pour apprendre à accompagner les personnes avec autisme, pour tous ceux qui les rencontrent ou partagent leur vie. Alors, ce sont des scènes. Alors, vous avez l'hôpital, l'école, ce qui se passe à la maison, dans le cadre sportif, les vacances. Alors, vous avez plein de scènes avec un petit personnage Adam qui est un enfant avec TSA qui fait des choses que les autres trouvent bizarres. Et alors, on a... qu'est-ce que vous feriez dans la situation? Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Alors, vous choisissez votre réponse, et à partir de la réponse que vous avez choisie, on vous explique si ça fait partie des bonnes recommandations ou pas, pourquoi vous avez tort de réagir comme ça, ou comment il vaudrait mieux réagir dans la situation. Vous pouvez avoir le personnage de la personne avec TSA, ou des parents de la personne avec TSA, ou des accompagnants, des aidants de la personne avec TSA, et donc avec des rôles différents selon ce que vous avez choisi comme personnage. Voilà. Donc, il a été mis jeudi sur le site. Donc, je vous livre quelque chose de tout à fait récent et dont ça nous ferait un plaisir immense qu'il soit utilisé. On espère que ça va être très utile. Ça a été testé par des associations de parents. Bien sûr, on a demandé l'avis des consommateurs, l'avis des professionnels, mais c'est perfectible parce que c'est un outil dynamique. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir vos indications, vos remarques sur la question. Alors, pour finir, les nouvelles technologies ne sont pas des recettes prêtes à l'emploi. Ce sont des outils qu'il faut adapter à chaque cas. Ils supposent l'analyse rigoureuse des objectifs et le suivi des effets. Mais ce sont de magnifiques outils pour le présent et pour l'avenir. Voilà. Merci de votre attention.